c'est évident. Est-ce que je viens de démolir mon carnet de lecture? Oui. Oh. Voilà, c'est l'état actuel de mon carnet de lecture qui vient de faire une chute fatale. Oui. Sympa. Nous étions en octobre, n'est-ce pas? Je viens de sentir le dos qui vient de casser là. On adore. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie du bilan lecture d'octobre. Et comme pour la première partie du bilan lecture, je vais aussi vous parler du Pumpkin Autumn Challenge pour vous dire dans quelle catégorie j'ai classé quel livre. Alors, le premier livre que j'ai lu dans la deuxième partie du mois d'octobre, c'est The Pocket Complete Color Harmony de Tina Sutton, il me semble. De Tina Sutton. Alors c'est une non-fiction sur les couleurs. Alors c'est très très court, il me semble qu'il fait, oui voilà, 188 pages. On a en gros on nous explique en fait ce que signifient les couleurs, on nous explique comment les associer, quelles sont les couleurs primaires, quelles sont les couleurs secondaires, et quelles sont les meilleures combinaisons. Donc par exemple mettre des couleurs qui sont opposées ensemble et pourquoi on les mettrait ensemble, tout ça. J'ai aimé qu'il y ait une partie psychologie, une partie sur l'effet des couleurs sur les gens, sur pourquoi on correspond davantage à telle ou telle couleur. L'effet de la couleur sur le cerveau aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai pas de place. J'ai aimé les illustrations, même si comme c'était une édition numérique pour NetGalley, les illustrations n'étaient pas toujours très nettes, on va dire. J'ai aimé qu'il y ait des explications et j'ai aussi aimé la roue des couleurs, puisqu'on peut associer différentes couleurs ou voir à quoi correspond quelle couleur dans quel ordre. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'aimerais bien lire d'autres livres d'ailleurs sur les couleurs, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. L'effet des couleurs, leur signification, pourquoi on utilise telle ou telle couleur, pourquoi on se sent plus proche de telle ou telle couleur, pourquoi telle couleur veut dire ça à un moment donné et pourquoi elle veut dire ça plus tard. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et je pense que ce livre doit être vachement utile pour les artistes justement, puisqu'il est en fait fait pour ça, pour les artistes et pour les gens qui veulent utiliser les couleurs au quotidien. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. J'ai classé ce livre je l'ai mis dans Automne des Enchantresses, Sarah Bernhardt, Monstre sacré, dramaturgie, pièce de théâtre et art, puisque comme je vous l'ai dit, on peut utiliser ce livre pour mélanger des couleurs pour faire des œuvres d'art justement. Et parce que oui, moi j'ai l'impression que utiliser des couleurs comme ça, c'est aussi de l'art. Après, j'ai lu Printemps de funérailles d'Alexandre Fritz Carroll aux éditions Crin de Chimère qui m'ont envoyé le livre, donc je les remercie encore. Ce livre a été sélectionné pour le PLIB 2021. C'est de la fantasy, on va suivre... Oh, je ne me souviens déjà pas de son nom, Justine, franchement tu pourrais faire un effort. Luther Falken, qui était policier mais qui maintenant travaille plus à son compte, il est plutôt mercenaire, je ne sais plus c'est quoi le nom exact qu'ils utilisent. Chasseur de primes, voilà. Donc il est maintenant chasseur de primes et il se déplace avec son chat qui parle, Boniface, qui n'est en fait pas un chat puisqu'il a un nom particulier, enfin c'est une race particulière, mais je ne me souviens plus. De toute façon on le découvre à un moment donné dans le livre, on comprend pourquoi ce n'est pas un chat ordinaire. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, j'ai aimé l'intrigue, parce que j'ai trouvé qu'on partait d'un point précis, donc il arrive quelque chose à Luther Falken, il est à un moment donné quelque part sur la carte d'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'elle est pas mal, hop voilà. Donc il se trouve au début de l'histoire dans les brisures, et il va ensuite faire un voyage pour arriver à Solmost en Pont-Salin. D'ailleurs oui, il faut que je vous montre quand même la beauté de ce livre, je trouve qu'il est vraiment très beau. Voilà, les quelques premières pages. Donc Luther est dans les brisures et on va lui donner une mission qui va le conduire à Solmost. Donc comme je vous dis, ce que j'ai aimé, on commence petit, avec la mission qui est donnée à un chasseur de primes, d'aller à Solmost pour une raison que vous découvrirez en lisant le livre. En gros, il doit retrouver quelqu'un. Et donc il arrive à Solmost et là, au fil des 600 pages du roman, puisque c'est un long roman, au fil des 600 pages du roman, l'histoire va en fait s'élargir, puisqu'on va partir de cette petite mission à quelque chose de bien plus grand que juste Luther Falken. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très sympa. Ensuite, en commençant à lire, j'ai beaucoup aimé l'écriture, puisque l'auteur utilise du vocabulaire qui n'est pas souvent employé. C'est une écriture assez recherchée, assez dense, avec énormément de mots peu employés, clairement. Et donc ça apporte tout de suite une ambiance particulière. Mais, je dois dire qu'à partir d'un moment de cette écriture, certes elle est très belle et très bonne, je trouve, parce que c'est important aussi de bien écrire,
Mais à partir d'un moment, j'ai trouvé qu'elle alourdissait considérablement le roman. C'est-à-dire que, à partir d'un moment, je me suis dit, bon d'accord, l'écriture est très belle, mais j'aimerais être davantage dans l'action, j'aimerais être davantage dans l'histoire, dans le roman. Et j'ai trouvé que l'écriture me tenait à distance en fait de l'action, et donc ne me permettait pas de vraiment entrer dans l'intrigue et dans l'univers. Et donc j'ai trouvé qu'elle était, en fin de compte, trop lourde, puisqu'on a parfois beaucoup d'adjectifs, ou alors une façon de décrire quelque chose qui est très longue, et oui, moi ça m'a pas vraiment plu en fait d'avoir autant de descriptions. On a parfois aussi, on est en plein milieu d'une action et le personnage va penser à autre chose, mais vraiment rien à voir, et il va décrire ce qu'il est en train de penser, en fait, ce à quoi il est en train de penser, et moi j'étais en train de lire et... Mais non, pourquoi tu penses à ça maintenant? Quoi? Donc voilà, donc ça m'a un peu mise à distance de l'histoire et du roman en fait. Et donc j'ai trouvé en fait qu'elle freinait l'intrigue, qu'elle ne me permettait pas en fait d'entrer pleinement dans ce roman. Et il y a aussi autre chose qui m'a un peu déplu, même beaucoup en fait, en fin de compte. C'est le nombre de vulgarités qu'on a dans ce livre. Alors ça me gêne pas, hein, la vulgarité en général, mais il y a des moments où je me suis dit mais c'est pas du tout nécessaire. Il y a parfois des moments où on parle de la taille d'un personnage parce qu'il est enrobé, on va dire. Et on se moque de lui pour ça, ou alors on parle de... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour moi dans ce livre. Et j'étais déçue parce que du coup j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Parce que j'ai vu énormément de très bonnes chroniques. Et vraiment l'univers en lui-même était hyper intéressant. Et à partir d'un moment où on parle de Dieu et de comment ils ont vaincu un des leurs ou quelque chose comme ça, c'était top. Vraiment l'histoire et l'univers est top. Mais j'ai trouvé, enfin voilà, l'écriture ne m'a pas convenu. Et donc j'ai fini ce livre dans la douleur, on va vous le dire. Mais je l'ai fini. Et j'ai trouvé la fin pas mal, mais aussi un peu étrange. Parce que j'ai trouvé un élément, en fait, on va dire, de la fin assez étrange. Et c'est aussi assez... Enfin, ça me fait penser à ces espèces à ces séries où on suit un loup solitaire et où il est très... comment dire... il sort des phrases de cow-boy un petit peu, et c'est pas un truc qui me plaît en général. Et là, par exemple, la toute dernière phrase du roman, moi j'ai trouvé que c'était une phrase de cow-boy qui... Enfin voilà. Donc je suis persuadée que ce roman pourrait plaire à des tas de gens. Simplement, moi, l'écriture m'a pas permis en fait d'entrer dans l'histoire. Et j'aurais aimé ce livre. Tristesse. Donc voilà. J'ai mis Printemps de funérailles dans Automne frissonnant. Je suis Médée vieux crocodile. Donc thriller, je crois. Oui. Thriller policier, épouvante et trahison. Parce que, bon, clairement, ce personnage est un ancien policier, donc je me suis dit que ça passait bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai adoré. En même temps, c'était pas étonnant vu... Vous allez voir le livre et vous allez comprendre. J'ai lu In Pop We Trust, la philo par les grands classiques de la culture pop de Marianne Chaillan. J'ai demandé ce livre en service presse aux éditions des Équateurs. Il me semble que c'est eux. Je vérifie quand même, j'ai peur de dire des bêtises. Oui, c'est ça. Donc j'ai demandé ce livre en service presse aux éditions des Équateurs. Et merci encore parce que ce livre était génial, j'ai adoré, c'était formidable. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, voilà. Non, je vais quand même vous en parler un petit peu. Alors comme d'habitude, j'ai envie de dire, Marianne Chaillan publie un essai, on va dire. Oui, je dirais un essai. Sur la philosophie et la culture pop, puisqu'elle a déjà publié 2 essais sur le Trône de Fer, un sur Harry Potter, un sur Disney, et il y en a un qui s'appelle la playlist des philosophes, je crois, et il y en a un autre qui s'appelle Pensez-vous vraiment ce que vous pensez? Voilà, je les ai pas tous lus. J'en ai lu 3 pour l'instant. Oui, j'ai aussi lu celui sur Amélie Nothomb. Donc j'en ai lu 3. Et donc là, c'était mon 4ème. Et j'adore toujours autant. Voilà. Ce que j'adore, c'est en fait ce mix entre philosophie et culture populaire. Et le fait qu'ici, même dès sa préface, l'autrice nous dit bien que l'élitisme, elle n'y croit pas du tout. Et que la culture populaire est aussi importante que la culture élite. N'en doutez pas.
que la culture élitiste, c'est-à-dire les classiques ou les romans de littérature blanche, tout ça. Donc elle trouve que c'est aussi important pour la culture de connaître, de s'y connaître en culture pop. Et donc là, elle va nous parler de Star Wars, de... Je vais vous prendre le sommaire, c'est mieux. Elle va nous parler de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter, de Game of Thrones. Elle va nous parler de tout un tas de séries différentes. Et à la toute fin, elle nous parle de la Casa de Papel. Et donc, je remercie encore Marianne Chaillan, car c'est grâce à elle que je regarde actuellement la Casa de Papel, que je n'ai jamais eu envie de regarder. Et voilà, juste en quelques pages, elle m'a donné méga envie de regarder en fait. Voilà. D'ailleurs, j'espère qu'elle m'a pas spoilé. Hein? Non, je pense qu'un petit peu, mais... Oui, clairement, elle m'a spoilé. Mais c'est pas grave, j'accepte. J'ai adoré ce livre, les explications sont toujours très claires, les exemples sont précis, puisque là, on va partir d'exemples concrets, on va dire, puisque là, par exemple, si je vous prends celui-là, Friends existait, est-ce vraiment vivre? Et là, l'autrice va nous parler d'un épisode en particulier, si j'ai bien compris, qui va nous permettre de parler ensuite de philosophie. J'ai trouvé que c'était... En fait, elle part de son exemple, elle explique le point de philosophie qui lui a fait penser à la série ou auquel la série lui a fait penser. Et ensuite, elle revient à son exemple pour bien ancrer l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser là. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu moins fouillé que ses précédents livres, puisque là, c'est plusieurs essais sur différents sujets. Par exemple, il y en a un sur les animaux fantastiques. C'est pas, par exemple, juste un livre sur les animaux fantastiques ou juste un livre sur la Casa de Papel, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et ça donne encore plus envie en fait de lire ses autres livres. Il y a 2 extraits de son dernier livre sur le Game of Thrones et il y a un extrait sur Disney. Donc voilà, ça m'a donné hyper envie de lire son livre sur Disney. Et ça donne aussi un nouvel éclairage en fait sur ces séries, ça donne envie de les regarder, ça donne envie de les re-regarder pour vérifier en fait que nous on comprend la même chose. Ça donne, oui, un autre point de vue et j'ai trouvé ça top. Voilà. Et puis ça réactualise aussi la philo, puisque bon, voir tout le temps la philo comme quelque chose de sec et de... pas vivant en fait, c'est un peu dommage. Donc là j'ai l'impression que la philo est vivante et que du coup la culture populaire l'est d'autant plus. Donc voilà, c'était génial et j'adore aussi. Mais je pense que vous l'aviez deviné. Rien qu'en voyant Marianne Chaillan. Et donc j'ai classé In Pop We Trust dans l'automne des Enchantresses, les rêves d'Aurore, LGBTQI+, militantisme, et je l'ai mis dans militantisme en fait, puisque je me suis dit que ça militait pour comment dire, la fin de l'élitisme. Ah, si c'était possible. Ensuite, j'ai reçu un autre service presse, cette fois des éditions du Petit Caveau. J'ai lu En la forêt de triste amertume de Céline Rosenheim, je suppose que ça se dit comme ça, et si ça ne se dit pas comme ça, je suis désolée. Dites-moi comment ça se prononce. Alors, c'est l'histoire de Clémence, je pense. Clémencia, je pense que ça se dit comme ça. Clémencia d'Orléans. Alors, je vais pas vous en dire trop, parce qu'en fait, j'ai trouvé que l'arrière en disait peut-être un peu trop, en fin de compte, puisque c'est un livre très court. Donc, vaut mieux pas en savoir beaucoup pour rentrer. Donc, on va suivre Clémencia d'Orléans, qui est donc la duchesse d'Orléans, et à qui il arrive quelque chose. Voilà, je vais laisser ça très vague. Il lui arrive quelque chose. Et en plus, on a la situation du royaume de France, on va dire qui est un peu tumultueuse, ou qui va le devenir. D'abord, j'ai trouvé que l'écriture était très très belle. Vraiment, je trouve que Céline Rosenheim écrit vraiment très bien. J'ai trouvé ça dommage que ce livre ne soit pas du coup sélectionné pour le PLIB, mais il y en a un autre qui est d'elle qui était sélectionné, donc voilà. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, vraiment. J'ai aimé l'influence médiévale, puisque là, bon, clairement, c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge. On a vraiment l'influence de la littérature médiévale sur ce roman, je trouve, que ce soit dans la façon d'écrire parfois, puisqu'il y a des mots qui viennent directement de l'ancienne langue, hein, clairement. Que ce soit donc les mots utilisés, la façon dont c'est écrit, ou les thèmes abordés, par exemple la façon dont on a un chevalier et une dame, ou la notion d'amour, ou les tournois, tout ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez médiéval et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai aimé aussi que ce soit un roman historique, même si c'est aussi un roman fantastique, fantasy, je sais pas trop dans quoi on pourrait le mettre. Je pense que je le mettrais dans fantasy parce que j'ai pas tellement de doutes en fait sur le côté surnaturel de l'histoire. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça, que ce soit historique, que ce soit d'influence médiévale, et l'écriture était très belle, mais j'ai pas réussi à entrer dedans. Et j'ai eu du mal en fait à comprendre pourquoi on avait, en plus de l'histoire de Clémencia, la situation en France en fait. Parce que oui, ça apporte du contexte on va dire, mais
j'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup plus que juste simplement ça du contexte. Donc voilà, j'ai pas réussi à entrer dedans. Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'était vraiment... Enfin, tout le reste était bon. Simplement, j'ai pas réussi à entrer dedans. Voilà. Donc les 2 premiers livres que j'ai lus et qui étaient sélectionnés pour le PLIB, enfin celui-là non, on l'était pas, mais à l'origine oui. J'étais un peu déçue. Donc voilà, je vous recommande quand même si vous aimez bien les romans inspirés du Moyen-Âge ou qui ont une petite influence médiévale, je pense que ça peut franchement vous plaire. Voilà, je vous le recommande. Je vais boire un coup parce que je vais me déshydrater. Et donc j'ai placé En la forêt de triste amertume dans Les mystères de la Sylve rouge, gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre, puisque il me semble que ce livre... La maison d'édition est spécialisée dans la littérature vampirique et gothique, donc clairement, règle pour gothique, ça passe. Non, non, il me reste tellement de livres à vous présenter, on va y arriver, on peut le faire. Alors ensuite j'ai lu De l'autre côté du mythe, tome 1, Ariane. Alors je vais dire Ariane, et pas Ariadne ou Ariane, parce que l'autrice a choisi d'écrire les mots avec, il me semble, la prononciation grecque, donc je vais dire Ariane, de Flora Boukri, qui est donc une réécriture du mythe d'Ariane, bravo, d'Ariane et Thésée, donc, qui... Alors, je vais vous résumer très brièvement le mythe. Thésée arrive en Crète, très très brièvement, donc j'oublie à moitié, hein, mais brièvement. Thésée arrive en Crète pour se débarrasser du monstre qui se trouve en Crète, le Minotaure, donc. Et dans le mythe d'origine, Ariane l'aide. Je ne vais pas vous en dire plus, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui n'ont pas envie de la connaître avant de lire ce livre. Ou pour ceux qui ont envie de la connaître, je pense que vous pourrez la trouver quelque part. Ça peut être utile d'ailleurs de la connaître, ça permet de voir en fait l'originalité de la réécriture de ce mythe. J'ai trouvé que c'était très bien réécrit. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ariane. J'ai beaucoup aimé comment l'histoire se centrait enfin sur elle, puisque à nouveau, comme je le dis dans ma chronique, qui est d'ailleurs sur le blog, comme dans les romans de Magdalene Miller, donc le chant d'Achille et Circé, et comme dans Galatée d'ailleurs, et comme dans l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, les autrices se centrent sur un personnage qui n'a pas voix au chapitre dans le mythe, par exemple Patrocle dans le chant d'Achille, Circé dans Circé dans l'Odyssée du coup, elle se trouve dans l'Odyssée, ou Galatée dans le mythe de Pygmalion et Galatée, ou Pénélope dans l'Odyssée, qui n'a franchement qu'un rôle secondaire, c'est juste la femme qui attend son mari qui est parti depuis 10 ans. Voilà. 20 ans du coup. Et donc là, à nouveau, on se centre sur une héroïne qui est complètement laissée de côté dans le mythe d'origine. J'ai donc beaucoup aimé ça, évidemment. J'ai aimé la personnalité d'Ariane, qu'elle soit très différente de celle qu'on pourrait s'imaginer. J'ai aussi beaucoup aimé Thésée et le Minotaure. Surtout le Minotaure. J'ai adoré la fin. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé que la fin était top. J'ai trouvé qu'elle faisait... Alors, j'ai pas trouvé qu'elle faisait toute l'originalité de la réécriture parce que c'était déjà original avant, par certains aspects. Mais j'ai trouvé que la fin, vraiment, était excellente. Je pense que c'est cette fin qui m'a fait adorer le livre. Cette fin et le dernier chant, puisque le livre est divisé en chants. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté à ma sœur. Mais le livre est très beau aussi. Vraiment, vraiment très très beau, que ce soit la couverture ou l'intérieur. C'est très beau. Et donc le livre est divisé en chants, on a le premier chant, le deuxième et le dernier. Et j'ai adoré aussi le dernier chant qui nous révèle un peu toute l'histoire. Voilà, j'ai trouvé que c'était excellent. Que dire de plus, à part que j'ai très 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 envie de lire le tome 2 qui va se centrer sur Penthesilea, qui est une reine amazone qui a eu maille à partir avec Achille. Encore Achille, il va retrouver. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et je vous recommande fortement ce tome 1. Que j'ai donc placé dans Automne frissonnant, les supplices de la belladone, lire un livre à la couverture noire, puisque clairement ce livre a une couverture noire. Alors, plus que 4 livres. J'ai également lu pour le PLIB Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. C'était la première fois que je lisais cette autrice. Alors j'ai reçu le livre en e-book pour le PLIB. J'avais déjà très envie de lire ce livre, donc quand j'ai vu qu'il était sélectionné pour le PLIB, je me suis dit « Hourra, je le lis !» Alors quand j'ai vu qu'il était dans les e-books, je ne vous donne pas ma réaction, c'était ridicule. Puisque recevoir les e-books du PLIB, c'est un peu Noël. Hein. Donc, Des œillets pour Antigone, c'est l'histoire, pas d'Antigone, c'est l'histoire de Alma. Oui, je me souviens, il y a Alma, Sabine et Luce, qui sont donc 3 jeunes femmes. Et on va donc les suivre toutes les 3.
sur 3 intrigues différentes à 3 moments différents. Donc Alma, on va la suivre en 1973 ou 71, je ne sais plus. On va suivre Luce de nos jours et on va suivre Sabine, il me semble 5 ans avant. Et on va la suivre à travers son journal. Par où commencer pour ce livre? Déjà, par le titre, Des œillets pour Antigone, je trouve que c'est un très bon titre. Moi, il m'a fait penser à Antigone, Antigone de Jean Anouilh. Pour mon compagnon, il lui a fait penser à Des fleurs pour Algernon, ou Algernon, ça dépend comment vous voulez dire, que j'ai très envie de relire en plus. Donc voilà, titre parfait, bravo. Alors, j'ai à peu près tout aimé dans ce livre. J'ai aimé qu'on ait plusieurs timelines, plusieurs intrigues. J'ai aimé qu'on soit à plusieurs époques. J'ai aimé qu'on soit également à plusieurs endroits, puisque Sabine et Luce vont se trouver en France et Alma va, elle, se trouver au Portugal. J'ai aimé qu'on nous parle aussi d'histoire, puisqu'on va nous parler de l'histoire du Portugal qui, personnellement, je ne la connais pas énormément. Je connais un peu la guerre d'indépendance d'Angola parce que je l'ai étudiée pour passer l'agrégation, mais sinon je ne connais pas grand chose au Portugal. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé qu'elle était très belle. J'ai été assez émue à plusieurs moments, surtout à la fin où je vous avoue que j'ai pleuré à chaudes larmes parce que moi quand je m'attache à certains personnages ou quand il y a des sujets qui me touchent particulièrement et qu'on arrive à la fin du livre, ah bah oui je pleure, hein, c'est évident. Donc oui, grosse émotion à la fin quand même. J'ai adoré qu'on parle de sujets très très difficiles à aborder, par exemple le suicide et le sida. J'avais jamais lu d'ailleurs de livre qui traitait du sujet du sida, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc il me semble que j'avais jamais vu le sujet du sida traité dans un livre. Bon, bien sûr, ça ajoutait à l'émotion de l'histoire, bien sûr. J'ai envie de vous dire, quand on est en 1900... Je crois On est en 1980 en fait, je sais plus. Je sais qu'à l'époque du livre, je vous ai dit que c'était de nos jours, mais en fait pas du tout. À l'époque du livre, donc dans les années 80-90, je crois, il n'y a pas de traitement en fait pour le sida. Ou alors il y en a un, mais en fait il permet pas du tout de vivre longtemps. Donc on sait que le personnage qui a le sida va mourir. Donc forcément, il n'y a pas de baguette magique qui va le sauver. Donc bien sûr, c'est assez émouvant de le voir évoluer et de le voir interagir avec les autres personnages forcément. Je me suis pas mal attachée au personnage, j'ai beaucoup aimé celui d'Alma justement. Parce que c'est un personnage féminin qu'on s'attend pas forcément à voir en 1970 au Portugal. Et j'ai aussi aimé autre chose, 2 autres éléments dans ce livre que j'avais pas non plus vu avant. Alors si, il y en a un que j'avais déjà vu dans un autre roman, mais ce roman ne m'avait pas plu, donc voilà. Donc j'avais déjà lu des romans qui traitaient du lien des personnages avec la musique, mais j'avais pas aimé le roman que j'avais commencé là-dessus, je l'avais abandonné d'ailleurs. C'était pour le clip 2020, je m'en souviens. Et donc là j'ai trouvé que c'était bien fait. Le fait qu'on ait beaucoup de musique, alors on a de la musique classique parfois avec certains personnages, avec d'autres on a par exemple Queen, puisque bon on traite du sida mais on traite aussi de la figure de Freddie Mercury, puisque Freddie Mercury meurt au tout début du roman, voilà pour vous mettre en joie dès le début. Donc on a... Genre il est mort. On a des extraits de chansons, alors des chansons portugaises, il me semble en tout cas que c'est portugais, si je dis des bêtises je suis désolée. On a des chansons anglaises aussi. Il me semble pas qu'on ait de chansons françaises maintenant que j'y pense. Il me semble que c'est surtout Queen et des chansons portugaises. Et donc avant de lire Des œillets pour Antigone, il me semble que j'avais jamais lu de roman qui mettait en avant le lien d'un personnage avec son animal domestique, entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment un animal domestique là dont on parle. Puisqu'ici on évoque un lien très fort entre Alma et son cheval. Et j'ai trouvé que c'était très beau, l'espèce de relation qu'ils ont. Enfin j'ai trouvé que c'était... Je sais pas, j'ai eu l'impression que lui la comprenait et qu'elle le comprenait, et c'était vraiment très beau. On aurait dit que c'était son animal totem en quelque sorte, ou son daimon dans la croisée des mondes. Enfin voilà, c'était... J'ai aimé en fait cet aspect du roman. Donc bon, en gros j'ai adoré ce roman, et voilà, que vous dire de plus, j'ai été séduite par à peu près tout. Et j'ai placé Des œillets pour Antigone dans Automne frissonnant, esprit et tu l'as, fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique et classique. Puisque oui, là vous vous dites, mais attendez, il y a absolument rien qui montre que ce livre fait partie du plib, puisqu'il n'y a pas, c'est pas science-fiction, ça n'a pas l'air d'être fantastique ni de la fantaisie. Et en fait si, c'est... À partir d'un moment ça devient, on va dire, légèrement surnaturel. Alors on pourrait penser que c'est un roman fantastique, parce qu'on peut éventuellement avoir un doute sur... les personnages, est-ce que vraiment ils voient ce qu'ils voient, tout ça. Mais moi j'ai trouvé qu'à la fin du roman, enfin même à partir d'un moment,
on se rend bien compte qu'en fait ce n'est pas du fantastique, c'est effectif en fait, le côté sur... Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est personnel. Le côté surnaturel est confirmé pour moi. Et donc pour moi c'est de la fantaisie paranormale et c'est pas du fantastique. Mais bref, là nous nous égarons dans des questions de sous-genre, donc voilà. Ensuite j'ai lu Asphodèle de Louise Lebarre. Alors, l'année dernière j'ai lu Vers de lierre, il me semble que c'était l'année dernière, c'était pas cette année. L'année dernière j'ai lu Vers de lierre que j'ai adoré, j'ai trouvé que ce livre était formidable, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le côté féministe, ce livre était génial. Asphodèle. J'ai eu... Alors déjà quand j'ai commencé le livre, j'ai été tellement heureuse de retrouver l'écriture de Louise Lebarre puisque c'est indéniable, cette femme a un talent formidable pour l'écriture. C'est très beau, c'est... Oui, c'est juste très beau, oui. Je pense que personne ne peut dire qu'elle écrit mal, c'est juste très beau. J'ai aimé qu'on reprenne le mythe du vampire, puisque Asphodèle est le personnage principal et le vampire de l'histoire. Pour moi ce personnage c'était un peu Baudelaire, alors c'est un peu... Ça fait partie à la fois du positif et du négatif de ce roman pour moi, je vais m'expliquer. Pour moi c'est génial que ce personnage soit un espèce de dandy baudelairien ou une incarnation de Baudelaire entre guillemets, puisque ça, j'ai eu l'impression parfois de retrouver l'idée de fleurs du mal, les femmes sont des fleurs du mal et c'est aussi très misogyne, on peut le dire. Baudelaire était misogyne et donc Asphodèle est très misogyne lui aussi. Oui, voilà. J'ai aimé aussi comprendre la fin, puisque il y a des moments où je comprenais pas en fait pourquoi il y avait des intermèdes ou des interludes, je sais plus comment ils s'étaient appelés. En fait, on a l'histoire d'Asphodèle et entre temps, on a des sections où c'est quelqu'un d'autre qui nous parle et on ne sait pas qui. Et donc j'ai aimé en fait à la fin comprendre qui était cette personne qui parlait, puisque c'était assez mystérieux. Mais donc, passons au négatif. Asphodèle est un personnage très difficile à apprécier. Il est très misogyne. Il est imbuvable. Il est sans cœur, sans âme. Il est insupportable parfois. Mais je pense que le vrai problème ici, c'est que c'est tellement bien écrit. Et le personnage principal, donc Asphodèle, est en première personne. C'est une narration à la première personne, donc c'est un point de vue interne. Donc on est dans sa tête, et je peux vous dire qu'être dans sa tête, ce n'est pas du tout appréciable, pas du tout plaisant. Et donc c'est tellement bien écrit que parfois on se dit mais c'est si beau alors que ce qui est décrit est tout sauf beau. C'est-à-dire qu'on a des descriptions de viol, et avec une aussi belle écriture, on se sent coupable. Enfin moi personnellement ça m'est arrivé en lisant, hein, et je me suis sentie coupable de me dire c'est si beau alors que l'acte derrière les mots était tout simplement horrible. C'était très difficile pour moi en fait de lire parfois ces passages parce que c'était affreux et en même temps si bien dit que voilà, c'était assez déplaisant du coup. Et j'ai aussi un petit problème avec la fin parce que je l'ai pas appréciée, je pense. Alors j'ai aimé la comprendre, mais je n'ai pas aimé... Je vais pas dire le message que ça délivre parce que c'était sans doute pas le message que l'autrice voulait délivrer, mais ce que ça laisse sous-entendre en fait. Enfin, je veux dire, ce qui se passe à la fin, pour moi, enfin non, j'ai pas du tout apprécié en fait, tout simplement. Donc voilà, que vous dire de plus. Je m'exprime beaucoup mieux dans mes chroniques si vous voulez aller les lire, puisque pour ceux qui l'ont lu, du coup j'ai mis une section spoiler, mais oui, j'ai réussi à mettre des mots en fait sur ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et c'était à la fois une expérience plaisante parce que l'écriture est très belle, mais en même temps horrible parce que c'est juste terrible en fait d'être dans la tête d'un personnage comme Asphodèle. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. En finissant ce livre, je me suis dit, est-ce que je suis déçue ou pas ? Je suis mal à l'aise pour sûr, mais est-ce que je suis déçue ? Et quelque part un peu, mais bon voilà, passons à un autre livre. Donc Asphodèle, je l'ai placé dans Automne frissonnant, les chimères de la Sylve rouge, puisque bien sûr c'est un vampire, donc ça passait pour vampire. Donc l'avant-dernier livre du mois d'octobre, c'est Morte. Bon alors oui, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est le titre du livre en anglais, le titre du livre en français c'est Mortimer, donc voilà, là je peux le dire à la française. Donc Morte de Terry Pratchett, c'est le 4e tome de sa série Les Annales du Disque Monde. Et
J'ai lu le premier tome, The Color of Magic, je me souviens, ça s'appelle le 8e sortilège en français. Et clairement c'était un tome qui nous propulsait direct dans le monde et c'était du coup assez compliqué de comprendre. Et j'ai aimé ce livre, mais pas au point de me dire « Waouh mon dieu, je vais lire les 47 tomes ». C'était mon intention, mais pas d'affilée. Là, Maud, c'est clairement un coup de cœur phénoménal. J'ai tout adoré. Alors déjà, Maud, vous doutez qu'il y a un jeu de mots sur la mort, puisque le personnage principal, certes s'appelle Mortimer, mais il y a aussi un deuxième personnage principal qui est Death, donc la mort. Donc on les différencie comme ça, hein, Death en anglais et Maud, qui est bien choisi puisqu'il porte le nom de la mort en français. Donc c'est un peu, pour nous c'est évident, puisqu'on est français, mais pour des gens qui ne parlent pas français, ça ne l'est pas forcément. Donc voilà, j'ai tout adoré, j'ai adoré les personnages, particulièrement le personnage de Death, que m'a fait beaucoup rire. Et en même temps, ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est drôle, mais en même temps ça nous fait réfléchir, et parfois c'est assez sérieux. Et parfois, je vais peut-être pas aller jusque sombre, mais parfois c'est quand même sérieux et ça nous pousse à réfléchir et ça nous pousse à voir la chose différemment. Enfin voilà, j'ai tout adoré. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré le ton, j'ai adoré... J'ai peut-être moins aimé l'introduction des personnages féminins parce que je suis pas persuadée qu'ils aient bien été introduits, on va dire. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre, mais ça n'a pas gâché ma lecture qui était vraiment un coup de cœur phénoménal. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé l'univers, j'ai tout aimé. J'ai aimé cette espèce de jeu, alors le jeu de mots qu'on voit au début avec Death est morte, mais aussi tout le jeu avec l'absurdité de certaines choses, le fait que la mort doit être à différents endroits en même temps, et donc comment fait-elle, la représentation de la mort aussi, puisqu'on a, bon, Death, le personnage, mais on a aussi l'endroit où il vit, qui est décrit, ou comment c'est, tout ça, la façon de représenter la vie des gens, le moment où la vie cesse, enfin voilà, j'ai tout adoré. Et que vous dire de plus à part que ce livre est formidable et que j'ai très 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 envie de m'acheter un exemplaire papier puisque je l'ai lu en numérique et c'était formidable. Voilà. Je vous recommande Maud. Là je parle bas parce qu'en fait je n'ai bientôt plus de voix. Donc je vous recommande fortement ce livre. Vraisemblablement il n'y a pas besoin de lire les premiers tomes des Annales du Disque Monde dans l'ordre, heureusement puisque je n'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3. Mais ils sont là donc je vais les lire. Et donc là c'est le premier tome de l'arc sur Death, le personnage, puisqu'après il me semble que ce sont les tomes 16, 11, 16, 19, je ne sais plus. Enfin voilà, il y a des branches en fait dans les Annales du Disque Monde qu'on peut suivre pour suivre que certains personnages, par exemple le personnage de Death qu'on suit sur ces livres-là, le personnage de Rinceworld, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on voit d'ailleurs dans ce tome-là et qu'on peut suivre avec plusieurs tomes, voilà. Donc, c'est une œuvre tentaculaire on va dire et j'ai vraiment hâte de continuer parce que ce livre était top. Merci encore Candice d'ailleurs de me l'avoir filé parce qu'il est génial. Alors Morte, je l'ai mis dans Automne, douceur de vivre, A Window to the Past, sorcière, sorcier, SFFF et magie, puisque bon clairement c'est de la science-fiction, pas du tout, c'est de la fantasy. Et le dernier livre que j'ai lu en octobre, on aura le temps, c'est merveilleux, c'est Cardiff by the Sea de Joyce Carol Oates. Donc j'ai enfin lu un nouveau livre de Joyce Carol Oates que j'ai reçu en service presse sur NetGalley. Donc c'est un livre qui vient de sortir là en 2020. Il est sorti en octobre d'ailleurs, le 3 ou le 6, je ne sais plus. C'est un recueil de nouvelles, il y a 4 nouvelles donc qui sont des thrillers en quelque sorte. Alors je ne vais pas vous parler énormément de chaque nouvelle. J'ai pas encore publié ma chronique en français sur mon blog, mais elle est publiée en anglais sur Goodreads, donc si vous êtes capable de lire en anglais, je vous en prie, allez lire la chronique sur Goodreads. Mais je vais écrire la chronique française incessamment sous peu, quand j'aurai le temps et l'envie, on va dire. Parce que j'ai plusieurs chroniques anglaises à écrire en français sur le blog de retard. Donc Cardiff by the Sea, 4 nouvelles qui sont toutes géniales, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose de la part de Joyce Carol Oates? C'est génial parce que c'est prenant, parce que ça traite de sujets différents et assez lourds. Par exemple, la première nouvelle traite de l'adoption. La deuxième traite de... Oui, alors la deuxième, j'ai pas trop envie de vous en dire parce qu'elle risque de vous spoiler, mais clairement, ça traite de l'adolescence,
de la façon dont on voit son corps et de la façon dont les autres le perçoivent, quand on est une jeune fille surtout. La deuxième va plutôt traiter, la troisième plutôt, va plutôt traiter un personnage féminin qui a une relation avec un personnage masculin plus âgé et qui va rencontrer un autre personnage masculin plus âgé et qui va entretenir une relation tout à fait différente de celle qu'elle avait avec le premier personnage masculin. C'est très très vague ce que je vous dis là, mais c'est le but. Et en plus ça se passe à la fac, cette troisième nouvelle, donc j'ai beaucoup aimé. Et la quatrième, alors la toute dernière pour moi c'est un magnifique mélange entre The Turn of the Screw, donc le tour d'écrou, et Rebecca de Daphné du Maurier. Génial. De toute façon mes préférées ce sont les deux dernières que j'ai trouvées formidables. Chacune de ces nouvelles comporte une chute vraiment top. Alors la troisième, la chute, je m'y attendais vraiment pas, donc j'étais un peu beaucoup surprise on va dire. Comme d'habitude pour Joyce Carol Oates, l'écriture est très dense, donc il faut le temps de bien s'immerger dans l'écriture. Parfois le livre n'a pas envie de nous laisser entrer. Par exemple là quand j'avais commencé, clairement le livre ne voulait pas de moi. Donc j'ai eu un petit peu de mal à vraiment entrer dans le livre. Donc vous attendez pas à lire... De toute façon lire Joyce Carol Oates en 2 jours, bon j'ai lu Maudit en 2 jours, mais j'étais motivée on va dire. Mais lire Joyce Carol Oates en 2 jours c'est compliqué, il faut se laisser le temps d'entrer dans ses livres, souvent. Et chacune de ces nouvelles va en quelque sorte traiter de femmes et de femmes qui rencontrent en fait une certaine violence face à elles, souvent la violence des hommes, étonnant. Donc voilà, ce livre est formidable et ces nouvelles sont top. Et que vous dire de plus à part que Joyce Carol Oates est la reine. Je me calme parce que là je ressemble à la dame dans la postface du livre de Jane Austen, donc on se calme. Donc ce livre était génial et je vous le recommande évidemment. Allez-y. Alors j'ai mis Cardiff by the Sea dans Automne frissonnant, je suis mes des vieux crocodiles, thriller, trahison, policier et épouvante parce qu'il me semble que plusieurs personnages sont trahis dans pratiquement tous les personnages en fait connaissent en quelque sorte une trahison. Je dis bien en quelque sorte, je ne vais pas vous spoiler. Donc oui, je l'ai placé là. Voilà. Alors bilan rapide. Oui, on a le temps. Tout pile de faire le bilan. Alors, les meilleurs de ce mois-ci sont The Midnight Circus de Jane Austen, In Pop We Trust de Marianne Chaillan et Mort de Terry Pratchett. J'ai eu d'autres coups de cœur ce mois-ci, mais vraiment ces trois-là sont top du top. J'aurais aussi pu mettre L'Héritage du Rail, mais comme je vous l'ai dit, j'ai quand même préféré le tome 1, donc je le mets pas pour ce mois-là. Pas de fail. 2 surprises, The Midnight Circus et Vesper Flight, que je m'attendais pas à aimer autant tous les deux en fait, puisqu'ils sont tous les deux des coups de cœur. Les déceptions du mois, je dirais Printemps de funérailles, parce que vraiment je m'attendais à adorer et du coup l'écriture m'a vraiment freinée en fait dans ma lecture. Et Asphodel parce que la fin vraiment je pense que je ne m'en remets pas. Donc voilà. J'ai continué 2 séries, La Dernière Geste de Morgan of Glencoe et Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Je n'ai pas terminé de série, étonnant. J'ai bien lu de la non-fiction, je n'ai pas lu de science-fiction et j'ai lu de la fantasy. Et parmi les nouveaux auteurs découverts, on a William Ernest Henley, Hélène MacDonald, Jane Austen et Charlotte Bousquet. Et pour les auteurs de la liste à continuer, il y avait Marianne Chaillan, Joyce Carol Oates, Louise Lebarre et Terry Pratchett. Donc voilà, c'est tout pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois de lecture, vous aussi, puisque moi j'ai quand même pas mal lu. Je crois que c'est mon mois de lecture le plus gros de l'année en fait, avec février. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'octobre, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés ou si vous avez envie de les lire. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!